Donc, on va pas perdre de temps de trop. De toute façon, ça sera en rediff, hein, comme d'habitude. Le live, il sera disponible sur Instagram. Normalement, je pourrais peut-être le mettre sur Facebook aussi. Faut que je vois comment le faire. La raison de ce live, elle est un peu particulière parce que on a, depuis qu'on a commencé à faire des vidéos, on a énormément de messages de... Alors, 2 secondes, parce qu'en fait, il y en a une qui a très envie de discuter. C'est elle. T'es pas très contente? Et je suis pas contente. Je suis pas contente. J'aime pas qu'on parle. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont arrêter de se miauler dessus, les deux chats. Bref. Donc, je vais essayer de garder le fil. Donc, oui, il y a donc on a énormément de demandes voilà. de tous les jours. On reçoit des mails, des messages privés de personnes qui veulent monter leur pension, des jeunes qui veulent se lancer, faire des études là-dedans pour faire leur structure et qui ne savent pas par quoi commencer et Voilà. comment s'y prendre. Alors, faut juste savoir que là, ce qu'on va vous dire, c'est plus notre expérience, ce qu'on a vécu, etc. Et quelques conseils qu'on vous donne, etc. Et évidemment que les meilleurs conseils seront... vous avez normalement toutes les informations pour la création de pensions, etc. qui sont accessibles en ligne sur le SNPCC, sur la SCC. Encore que la SCC, non, je suis allé voir, il y a quasiment aucune information. Mais, ou sinon, en tout cas, elle n'est pas très visible. Voilà, et donc pour ce live, on a fait appel à une invitée, voilà, qui s'appelle Lucie et ses amis, qui est sur Instagram. Alors la raison pour laquelle on lui a demandé, on lui a proposé de venir faire ce live avec nous, c'est tout simplement parce que euh, elle est en plein dans le côté installation, trucs administratifs, etc. Elle n'est pas encore lancée, c'est encore un projet, mais elle est en plein dedans. Donc nous, comme notre expérience, elle date quand même un peu d'installation, on s'est dit que le faire avec quelqu'un qui avait une installation, enfin qui avait une expérience toute jeune, et ça pourrait être sympa. Et puis vous allez voir, elle est très sympa, Lucie. Je vais tout simplement dès maintenant l'ajouter. Normalement, on fait ça. Ah oui. Yes. Salut. Voilà, c'est bon. Ça marche. C'est un truc que j'avais oublié de désactiver sur mon téléphone. D'accord. Voilà, tu nous entends bien, c'est bon? Oui, très bien. Voilà, ok. Et apparemment, tout le monde t'entend, donc j'entends et je vois. Donc, moyen, ouais. Je pense que la connexion, voilà, on va faire avec. Hein, normalement, la connexion est bonne, mais voilà, on va voir un peu. Ça peut être Instagram aussi qui bug. D'accord. Bon, alors, donc, l'idée, c'est que 2 secondes, j'avais noté un peu 2, 3 trucs parce que je voulais juste te présenter très vite fait avant de te laisser un peu la parole et puis on va parler aussi de notre expérience, etc. Donc toi, Lucie, si je me rappelle bien, à l'heure actuelle, t'es pet sitter, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu fais ça depuis combien de temps? J'ai commencé en tant que particulier en mars l'année dernière à peu près. Okay. Parce que j'avais commencé à faire une formation d'éducation canine, mais c'était uniquement pour m'apporter toutes les connaissances nécessaires sur les chiens, leur comportement et notamment les symptômes des maladies pour pouvoir réagir si jamais il se passe quelque chose. Et j'ai passé mon ACACED au mois d'octobre. Et puis, du coup, je me suis professionnalisée tout de suite derrière. J'ai fait ma demande pour créer mon entreprise. Et donc, ça y est, là, mon entreprise est créée. Et donc, je suis dans toute la partie un peu fastidieuse administrative de la création. Et donc, pour l'instant, je fais du pet sitting, donc essentiellement chez moi et au domicile des clients, notamment pour les chats, parce que en fait, j'ai une chienne qui n'est pas très amicale avec les chats. Et puis, à terme, en fait, je prévois de créer ma propre pension. Un peu familial, quoi. Maximum, je dirais peut-être 9-10 chiens, à peu près. Ok. Attention, il y a une différence entre 9 et 10 chiens. Mais oui, on va en parler. La limite voilà. est là, quoi. Ouais, la limite est là. Alors,
Pour parler un peu de notre expérience à nous, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler de avant l'installation, ok? C'est-à-dire avant l'installation en pension, de la formation, etc. qu'il faut dans un premier temps. Bon, à savoir que nous, on a déjà, Morgane et moi, on a deux formations un peu différentes. Moi, j'ai une formation qui est beaucoup plus d'abord éducation canine, puis comportementaliste. Alors j'ai commencé l'éducation canine, je sais même plus à quel âge parce que c'est ma mère qui était dedans déjà, etc. Et puis après, j'ai commencé à être comportementaliste à l'époque où comportementaliste, c'était vraiment un truc pas connu du tout. Voilà. C'était aux alentours de, je sais même plus quelle année c'était. C'était vers 2000, un peu avant 2010, je crois. Donc voilà, c'était vraiment pas comme maintenant. Et puis après, pension, etc. Et nous, on a ouvert la pension ici en 2018. 2018. Début 2018. Et toi, Morgane, t'as pas la même formation que moi. Mais moi, j'ai pas de formation spécifique animaux. Voilà, moi j'ai toujours eu des animaux. Jamais j'aurais eu l'idée de créer une pension si j'avais pas fait la connaissance de Denis, clairement. Pour moi, pension, ça rimait avec prison et mauvais moment à passer pour les chiens. J'avais déjà laissé la chienne de mes parents, l'avait laissée quand j'étais ado dans une pension. Elle était revenue dans un état déplorable. Donc voilà un peu l'image que j'avais de la pension. Donc clairement, c'est pas. Moi, j'avais une chienne qu'il était à peu près hors de question de laisser en pension, d'ailleurs. Et puis j'ai connu Denis, et puis il m'a montré ce qu'il faisait donc quand il travaillait avec sa maman. Et je me suis dit, en fait, c'est super cool. Et si on faisait la même chose, voilà. Voilà. Et après, au niveau formation, tous les deux, on a une formation universitaire qui n'a rien à voir avec le chien. Toi en psychologie et moi en sport, puisque j'ai un master en STAPS. Voilà. Sachant que psychologie humaine, mine de rien, C'est certainement ce qui m'a le plus servi dans toutes les formations que j'ai faites. C'est certainement la psychologie humaine qui m'a le plus aidé à la fois à comprendre le chien, mais aussi, surtout quand j'étais comportementaliste, à comprendre la relation entre les humains et les chiens. Et toi, ta formation, du coup, Et toi, ouais. d'où vient-tu? Alors moi, c'est vrai que initialement, en plus, je viens pas du tout de cet univers. Enfin, depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par les animaux, les chiens, de manière générale, un peu tout. Et puis, en fait, finalement, j'ai suivi un schéma un peu classique de vie. J'ai fait un bac général. J'ai fait ensuite des études de journalisme parce que c'est vrai que j'aimais bien aussi tout ce qui était radio. Et puis, ça m'attirait pas mal tout cet aspect communication en fait finalement. Et donc j'ai commencé dans la com, dans une entreprise de nettoyage, vraiment rien à voir. Et puis ensuite j'ai commencé à me questionner sur ma vie, sur ce que je voulais réellement. Et c'est vrai que j'aimais pas cette case un petit peu de il y a des horaires, on a un patron. Je voulais un petit peu sortir du lot et je voulais être indépendante en fait finalement. Et donc après un tour du monde un petit peu raté parce que du coup je suis partie en 2020 et c'était l'année du Covid. Donc du coup on est resté bloqué. Je suis restée bloquée au Pérou. Et puis par la suite. Pardon? Ça fait presque la moitié du tour du monde. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai fait un tiers. et, et puis en rentrant, j'étais toujours dans ce questionnement de vouloir être indépendante, surtout que là, j'avais vraiment quitté mon travail, donc j'étais vraiment livrée à moi-même. Et puis après quelques années de réflexion, j'ai décidé l'année dernière donc de faire une reconversion et notamment grâce à la SPA de Cabourg, en fait, j'ai eu une expérience là-bas en tant qu'agent animalier, donc c'était très court mais très enrichissant et ça m'a rappelé un peu j'avais envie de faire ce retour aux sources et ça m'a rappelé cette envie que j'avais de travailler avec les animaux et donc assez rapidement donc j'ai commencé cette formation donc personnellement je l'ai faite auprès du CEF donc c'est une formation qu'on obtient en 2 ans maximum je l'ai obtenue en 6 mois à peu près et puis donc derrière j'ai passé mon ACACED mais j'ai pas eu à part cette expérience à la SPA, c'est vrai que j'ai pas eu d'expérience
professionnelle comme vous avez pu avoir avant, notamment toi, j'imagine, dans l'éducation comportementaliste. C'est une formation en ligne que tu as fait. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Et tu dois faire un stage dans un moment, tu dois faire un stage, non Oui, dans c'est une structure, recommandé. c'est ça Ouais, c'est recommandé. Il recommande de faire un stage, mais c'est vrai que personnellement, j'ai fait le choix de pas en faire dans le sens où je voulais pas faire de l'éducation même. Et du coup, comme je me suis concentrée sur le pet sitting et de la création de mon entreprise, de ma micro-entreprise, parce que c'est une micro-entreprise, j'ai pas fait de stage à proprement parler, mais j'ai pu refaire un cours remplacement là au mois de décembre, encore une fois à la SPA et puis après, donc, je fais du pet sitting et je garde quand même à peu près une vingtaine de chiens en tout depuis que j'ai commencé. D'accord. Ouais. Et ça c'est principalement quand tu dis pet sitting, donc c'est chez toi et aussi en dog walking, enfin en promenade, choses comme ça, ou c'est exclusivement chez Oui, toi? je propose tout. Je fais aussi des gardes au domicile des clients. Donc, il peut arriver que sur une journée, je vais passer la journée chez la cliente. En fait, j'ai une cliente en particulier, je pense à elle, Véronique, qui en fait a 5 chiens et 2 chats. Donc, quand c'est comme ça, en général, je reste chez elle la journée. Mais souvent, quand je vais au domicile des clients, ça va être visite chat ou chien. Donc, quand c'est comme ça, je vais rester 1 heure. Et en effet, je promène le chien si jamais il y a besoin en fonction aussi de son besoin physique. Et après, c'est essentiellement à la maison. C'est vrai que je propose les services promenade, mais pour l'instant, en tout cas, c'est essentiellement la garde au domicile et les chiens qui viennent à la maison qui fonctionnent le mieux. Tu sens que parce que j'ai fait une toute petite expérience de formation en ligne quand je voulais être comportementaliste, mais ça m'allait pas du tout. Et donc je suis passé en formation avec des professionnels, enfin avec des en live quoi, un peu en direct. Et t'as l'impression que ça a été complet ou pas cette formation en ligne? Au niveau de, tu t'es senti une fois que tu avais fini la formation en ligne, tu t'es dit bon, j'ai quand même un. Qu'est-ce que tu t'es dit au final au niveau de ton bagage? J'aurais pas pu commencer à faire de l'éducation canine solo. Par exemple, je me serais pas sentie de créer ma micro-entreprise et de faire de l'éducation. Il aurait fallu que j'ai une expérience, que ce soit plusieurs stages auprès d'éducateurs ou une expérience vraiment à proprement parler. Alors, je sais pas, je vais dire l'école du chiot, mais c'est la première chose qui me vient. Enfin, vraiment, je me serais pas sentie. Après, l'avantage, c'est que j'avais un coach qui me suivait et on s'appelait à peu près j'irai toutes les 3 semaines, 1 fois par mois, pour faire un point sur la formation. Si jamais j'avais des questions, je pouvais contacter les professeurs. Mais c'est vrai que personnellement, je me sentais pas de refaire du présentiel parce que j'avais déjà fait ma licence. Donc, ça a été vraiment la solution de facilité. Mais je conseillerais, si les gens le peuvent, de faire du présentiel. C'est tout de même mieux. Après, voilà, j'étais assidue. Mais c'est vrai que bon, quand on va passer les tests, par exemple, on est vraiment livré à nous-mêmes chez nous. Donc, je pense que le présentiel serait quand même plus efficace, notamment pour l'expérience, quoi, avec les stages. Ouais, ça c'est vraiment un point que je me disais sur lequel il fallait vraiment insister, en tout cas avant de se lancer vraiment dans la pension pure et dure. C'est-à-dire lancer installation, machin, etc. C'est que faut vraiment penser à vraiment se faire une expérience quand même assez solide, une expérience de terrain, parce que je sais pour le coup, pour avoir vu toute la théorie qu'il y a sur le chien, etc. Et encore maintenant, on se renseigne encore beaucoup sur la base théorique qu'il y a. La base théorique, elle est quand même un peu légère encore sur le chien. Il faut savoir que la recherche sur le chien, elle est très jeune. Hein. Ça fait 20 ans qu'on étudie le chien à peu près sérieusement, quand même. Et sur ces 20 ans, on a perdu à peu près 15 ans à débunker toutes les conneries qui avaient été dites avant. Donc, c'est quand même un peu. Faut pas se. Enfin, je dirais que le conseil, c'est de pas en effet se contenter du socle théorique et de très vite passer sur de la pratique quand même.
puis ça dans n'a des rien à SPA, voir. des choses comme ça. Bien sûr que tout ce qu'on apprend dans les livres et en formation, etc., c'est ultra utile. Mm. Mais il y a un moment, si on n'est jamais face à un chien et face à un comportement canin, on ne pourra pas apprendre et surtout savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Ouais. Donc c'est sûr qu'après, il n'y a rien de mieux que d'aller faire des stages, d'aller faire du bénévolat dans les SPA, dans les refuges, dans les centres d'éducation canine. Partout, il faut tester plein de trucs. Et puis, Ouais, faut pas hésiter à se faire Mm. former par plusieurs personnes aussi, à changer d'endroit, etc. Mais c'est vrai que c'est le côté formation pratique et je pense en effet très important. Il y a des gens là qui parlent de diplôme d'État reconnu, etc. Donc effectivement, le seul diplôme reconnu en France actuellement, c'est le BP. C'est comment tu disais, gestion et conduite et gestion d'une entreprise. Du secteur canin et félin, Voilà. bac Donc pro. ça, Ouais. c'est un diplôme qui est reconnu. Et puis il y a la cassette qui est obligatoire pour ouvrir une pension. Mais après, toute formation est bonne à prendre, et même si elle n'est pas reconnue par l'État, vous apprendrez des choses. Et sans le BP, on peut très bien ouvrir sa pension aussi, il suffit d'avoir la cassette, quoi qu'il arrive. La cassette, c'est super. Après, ça reste finalement presque une formalité de toute façon. Je sais pas si, alors pour expliquer aux gens, la cassette, ça se passe en fonction des catégories qu'on choisit. Donc il y a soit chien, chat, nac, soit chien, chat ou les trois, enfin peu importe. Et ça se passe sur entre 1 jour et demi et 3 jours en fonction du nombre de catégories une nouvelle fois. Et à la fin, à l'issue de ces 3 jours, il y a donc un questionnaire. Vous avez 2 chances pour le passer. Si vous le ratez tout de suite, vous avez une deuxième chance. Et vous savez tout de suite si vous l'avez, si vous l'obtenez ou pas. Et après, pour moi, je trouve que c'est important quand même d'approfondir ça. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup les podcasts d'une fille qui s'appelle Alice Mignot, dans la tête des chiens, qui va parler beaucoup. Là, je vois passer aussi dans les questions, les commentaires qu'il faut se renseigner sur la communication canine. Donc, ça va être, là, j'imagine, la communication, enfin, leur langage corporel par lequel ils vont s'exprimer. Et c'est vrai que c'est très important de se renseigner sur ces choses-là et puis, surtout être dans le positif aussi, notamment parce que je pense que c'est ce qui fonctionnera le mieux. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que voilà, on va donner, les gens vont donner une éducation à leurs chiens, mais ils ont aussi leur propre caractère. Et donc, voilà, essayer un maximum de s'ouvrir à ce genre de choses pour ensuite pouvoir mieux appréhender les relations qu'on va, nous, après créer avec les chiens ou les chiens entre eux, s'ils sont plusieurs, notamment vous. Vous avez toute une sacrée clique qui vient à chaque fois. Et la cassette, donc la cassette, effectivement, c'est une formalité, ça se passe très, très vite. Et on n'apprend pas grand-chose par rapport à la gestion de pension, etc. Parce que c'est le même diplôme à la fois pour les pensions et surtout pour les éleveurs, en fait. Et c'est plutôt, d'ailleurs, la cassette, c'est plutôt pour les élevages. Et du coup, il y a une grosse partie, en tout cas, nous, de la formation qu'on a passée, où c'était sur de la génétique, sur comment faire les bons croisements, comment aider au mise bas, etc. Chose qui nous est pas du tout utile dans la vie de tous les jours. Et c'est là où notre expérience, je vois qu'elle a évolué depuis, parce que nous, à l'époque, ça s'appelait pas la cassette, ça s'appelait le CCAD, certificat de capacité, je sais pas quoi. Et à l'époque, c'était vraiment mélangé pour tout, en fait, tout éleveur, pension, etc. Et je me suis aperçu après avoir regardé un peu certains commentaires de la dernière fois, du dernier live, où maintenant, il semblerait quand même qu'il y ait eu des efforts qui étaient faits sur la cassette, au moins, en tout cas, sur le côté, c'est un petit peu plus pro. Parce que bon, nous, clairement, c'était vraiment, c'était n'importe quoi. Clairement, j'aurais jamais conseillé à qui que ce soit de se servir de la cassette pour quoi que ce soit. Mais apparemment, c'est selon, en fait, là où on le passe. Oui, de toute façon, la formation, elle peut être différente. Il y a des gens plus ou moins pro, quoi. Voilà. Un programme, effectivement, après, chacun se l'approprie. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, je dirais, vous basez pas là-dessus, quoi. Oui, non, parce que... Vas-y. Non, j'allais dire en plus, c'est vraiment un amas d'informations qu'on nous lance en vraiment en un temps limité. C'est vraiment pas, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà. Non, c'est ça, c'est pas suffisant. Donc pour revenir sur juste
juste terminer sur la partie formation. Donc, tous les trois, on a une formation universitaire avant d'avoir fait ça. On a tous les trois travaillé dans d'autres domaines avant de faire de la pension. Et c'est vraiment quelque chose, ça, que je recommanderais pour le coup. Si vous voulez ouvrir une pension, allez-y. Mais si c'est de la reconversion, c'est mieux. Et si vous avez déjà fait un autre boulot à côté ou voilà, ou quelque chose qui a rien à voir, à mon avis, vous vous en sortirez mieux que si vous avez fait un bac pro et que tout de suite vous vous lancez là-dedans. Je pense qu'une première expérience de vie avant de commencer la pension, c'est super important. Faut s'imaginer quand même que quand vous ouvrez une pension, vous ouvrez pas que une solution de garde. Non, mais c'est une solution de garde de service, mais vous ne proposez pas qu'une solution de garde de chien. Vous proposez, enfin, vous ouvrez une vraie entreprise en fait. Et ça implique donc avoir quand même assez d'expérience pour savoir gérer une entreprise. Outre le fait que ça soit une pension, etc., faut avoir la maturité et surtout l'expérience de savoir gérer comment tout le truc qu'il y a à côté en fait. C'est pas que être avec des chiens, c'est aussi gérer la comptabilité, c'est gérer les gens. C'est con, hein, mais mine de rien, ça, même si on a des clients très sympas, etc. Je dis ça parce qu'il y en a certains dans le dans le chat. Non, mais en vrai, vous gérez beaucoup plus des gens que des chiens. Il faut savoir gérer les chiens, il faut savoir gérer les chats, ok. Mais il y a aussi toute la partie clientèle qu'il faut savoir gérer, et ça nécessite aussi une certaine expérience, un certain aplomb quand même, et toute expérience que vous avez eue avant, dans n'importe quoi, pourra vous servir à ce moment-là aussi, mine de rien. Donc ça, c'est tout le côté et puis il faut avant. il faut être super polyvalent. Effectivement, s'occuper des chiens, c'est une grosse partie de la journée, mais effectivement, il y a la compta, il y a gérer les réservations, les coups de téléphone tout le temps, répondre aux mails sans faire trop de fautes d'orthographe, c'est mieux. Jardinage, parce que vu la taille de notre terrain, c'est pas très propre, il y a des trucs qui poussent partout, mais ça prend déjà énormément de temps. Bricolage, parce qu'il y a toujours un truc pété ou un truc à réparer. Des règles sanitaires, donc j'imagine nettoyer, désinfecter, chose que moi je n'ai pas encore, mais que vous avez très certainement régulièrement. Voilà. Donc il y a toujours des tâches annexes qui sont ne pas s'occuper des chiens. Ça en fait partie, bien sûr, et c'est pour leur bien-être, mais voilà, on a énormément de temps où on fait autre chose que s'occuper des chiens parce qu'il faut entretenir les bâtiments, il faut entretenir le terrain, il faut gérer les clients, gérer la compta, etc., etc. On va juste essayer de rester sur parce que là on est toujours dans le volet avant installation, mine de rien. On pourra revenir un peu là-dessus après, mais juste parce que là, comme on donne un petit peu un état des lieux de comment créer sa pension, faut rester un petit peu sur ce sujet-là. Et donc la cassette, on en a parlé, mais il n'y a pas que ça à faire avant de s'installer en fait. Il y a aussi se déclarer en préfecture, et ça c'est chiant. Ouais. C'est très chiant. Parce qu'en fait, quand on décide de faire une garde c'est là où il y a la différence, plus ou moins de 9 chiens chez soi, ça compte aussi nos chiens, nos propres chiens. Donc si on a déjà 5 chiens, on peut accueillir que 4 chiens maximum en plus. Si vous faites de la garde à domicile dans votre maison. C'est 9 chiens maximum dans votre salon, tout confondu. Voilà. Et ça, c'est qu'une déclaration en préfecture, et ça, il y a beaucoup moins de normes. Savoir que les normes, c'est pas moins de 100 mètres des habitations, etc. Enfin voilà, faut qu'il y ait quand même un peu. Enfin, il y a des normes à respecter, des normes d'installation, etc. Mais toutes ces normes-là, on les enlève à partir du moment où vous accueillez 9 chiens ou moins chez vous. 9 chiens maximum chez vous. Ok. Ça, c'est considéré comme du pet sitting. C'est d'ailleurs, en général, ça correspond très bien à une micro-entreprise, etc. C'est ce que tu fais en ce moment, Lucien, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et ça nécessite quand même d'être déclaré en préfecture. Et de déclarer un vétérinaire sanitaire également. Voilà, exactement. Donc ça, déclarer le vétérinaire sanitaire, ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire. Ça après, voilà, c'est encore plus chiant en élevage, hein, pour le coup. En pension, ça va, c'est juste le déclarer et puis c'est bon. Voilà. Et puis il faut tenir un registre d'entrée et de sortie de tous vos chiens. Donc c'est un petit cahier, un gros cahier rouge
sur lequel, à chaque fois que vous avez un chien qui rentre chez vous, et à chaque fois qu'il y a un chien qui sort, vous êtes censé noter la date, le nom du chien, et quand je dis le nom du chien, en fait, c'est sa puce, la date où il est arrivé, la date où il est sorti, pourquoi il est sorti, donc ça marche, enfin, surtout pour les élevages, ça peut être une vente, un décès, ou alors juste il est rentré chez lui, quoi. Et ça, il faut le tenir pour tout chien qui rentre chez vous, et voilà. Voilà. Désolée. C'est pas loin. C'est un truc qui lui a pas plu. Taïna, Il y a des c'est bon. protestations. Juste, C'est pas perdu. Donc voilà, donc si vous avez jusqu'à 9 chiens, vous pouvez le faire dans votre salon, chez vous, voilà, même si vous avez des voisins à droite, à gauche, partout, il n'y a pas de norme là-dessus, vous pouvez garder jusqu'à 9 chiens. Et c'est le cas aussi d'ailleurs si vous êtes juste un particulier et que vous avez des chiens chez vous, vous avez le droit d'en avoir jusqu'à 9. Au-delà, il faut faire une demande d'autorisation en préfecture pour passer de 9 à 49 chiens. Nous, Voilà. c'est ce qu'on a. Et donc là, il y a des normes. On fait pas ce qu'on veut et on peut pas se mettre n'importe où. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Désolée. Il y a des choses- Zaina a très envie de participer. Donc, il y a déclaration. C'est juste une déclaration pour moins de 10 chiens. Dès que vous passez à 10 chiens, entre 10 chiens et 50, c'est une demande d'autorisation en préfecture. Il y a aussi possibilité d'aller de 50 à 200, je crois. C'est encore un autre truc, encore. Bon, ça, vous aurez le temps de vous renseigner là-dessus, hein, si vous voulez aller jusqu'à 200 chiens. Jusqu'à 50, on est déjà pas mal. Commencez par 50. Mais voilà. Donc là, on n'a pas le droit de faire ça n'importe où. Il faut un bâtiment spécifique. Il faut être assez loin de toute habitation, des piscicultures. T'as marqué des lieux de baignade. Non, il y a des normes attends. très spécifiques. On va juste vite fait lister les trucs, comme ça après on passe à l'installation et ça sera plus simple. Il faut déjà un local d'une surface minimum de 5 mètres carrés. Par chien. Non. Par Le texte chien. c'est il faut minimum un local de 5 mètres carrés. Après, il y a une surface qui est par chien. Oui. Et je crois que c'est, je sais plus La combien de taille mètres des carrés box c'est, doit mais être un voilà. certain- Mais sinon, le local doit faire minimum 5 mètres carrés et une hauteur de 2 2 mètres de hauteur. Ouais. mètres. Voilà. Au moins 100 mètres des habitations, ça c'est le plus important. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question sur Facebook. Moi, j'habite dans un lotissement, mais par contre, j'ai 2 hectares de terrain derrière. Est-ce que je peux mettre mes installations à 200 mètres de ma maison? Et dans ce cas-là, c'est à 100 mètres des habitations. Normalement, oui. Je crois que oui, parce que c'est l'installation de pension qui doit être à 100 mètres de toute habitation, sans compter la vôtre. La vôtre, elle a le droit d'être à moins de 100 mètres. Voilà. Donc, si vous mettez l'installation vraiment tout au bout du terrain, que vous avez 200 mètres de terrain, par exemple, vous mettez l'installation tout au bout du terrain, normalement, vous avez le droit. Après, moi, je vous le conseille pas, hein. Surtout si c'est un lotissement à côté, parce que tout le monde va vous détester. C'est ça. Il faut faire attention aussi aux zones qui peuvent devenir habitables et constructibles. Exactement. Voilà. Et puis 100 mètres, c'est pas beaucoup. Nous, on est beaucoup plus loin que ça des voisins, et ça n'empêche que de temps en temps, ils nous disent on a entendu aboyer, etc. Voilà. Et pourtant, je pense que les premiers voisins, ils doivent être à 300-400 mètres. Il n'y a pas grand monde, mais ça n'empêche que ça peut vite faire du bruit, et 100 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Quelqu'un qui demande la pension n'est pas sur notre terrain. Si, la pension, elle est sur notre terrain. Elle est à peu près à 50 mètres de la maison. Et puis voilà. Donc, l'installation, c'est à peu près ce qu'il faut. Alors, il y a beaucoup de gens qui demandaient l'investissement de départ. Alors ça, mais c'est ultra variable. L'investissement de départ. Dépend où vous êtes en France et le prix de l'immobilier. Tout dépend de la taille de la pension que vous voulez faire. C'est impossible de juger. Nous, on a vu, pendant 2 ans, on a cherché pour s'installer, on a visité plein de trucs. Il y avait des ruines qui étaient vraiment pas chères, et puis il y avait des trucs, ça montait à 400, 500, même il y avait une pension à 1 million, quoi. Il y a vraiment tous les prix. Oui, il y a des pensions à vendre à 1 million d'euros. Tout dépend aussi, je pense, la capacité d'accueil. Voilà. Il y a plein de choses qui rentrent et puis souvent quand on rachète une pension existante, on rachète aussi le fonds de commerce, donc le fichier client, etc. Mais et donc ça se paye forcément. Mais voilà, il y a vraiment tous les prix, quoi. Ce qu'il faut savoir, pas possible de dire. C'est que un bâtiment comme on a nous, c'est-à-dire un bâtiment aux normes, en dur,
qui accueille à peu près 20 chiens, il faut compter à peu près quand même au minimum 100 000 euros. Et certainement sans compter la maison à côté. Ouais, voilà. Bon, nous on est dans un lieu où l'immobilier est vraiment pas cher, donc on a eu du bol. Mais voilà, c'est quand même un gros investissement. Est-ce qu'il faut que ça soit un terrain constructible? Alors, il y a un petit tricks, il y a une petite astuce à avoir, c'est de se mettre en éleveur, de cotiser la MSA et de passer agriculteur, donc de devenir agriculteur. Et là, vous pouvez construire votre bâtiment sur de la terre agricole. Autrement, ben non, vous n'avez pas le droit. Si vous faites que de la pension, vous êtes sur le registre du commerce ou du je ne sais quoi là, et du coup, ben non, il faut acheter un terrain constructible pour pouvoir faire une pension. Voilà. Donc ouais, c'est un peu. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui font ça, quoi, qui font un micro-élevage et puis ils le font pendant quelques années et dès que le bâtiment est construit et que la pension fonctionne, hop, ils retirent l'élevage et puis ils font que de la pension. Est-ce qu'il y a des aides à l'installation? Non. 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 À part des aides au tout début de la création d'une entreprise ou d'une micro-entreprise, et il faut s'y prendre d'ailleurs assez rapidement parce qu'il me semble que c'est les 6 premiers mois les plus importants pour demander. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y a particulièrement des aides. Non, à part en effet, ouais, comme tu dis, les aides. Quand on est au chômage, par exemple, et qu'on veut créer une entreprise, il y a l'ACRE, il y a plein de choses comme ça qu'on peut avoir. Mais bon, c'est anecdotique par rapport aux investissements qu'il y a à faire pour acheter une pension. C'est aussi pour ça qu'avoir une autre expérience professionnelle avant, pour avoir eu le temps de mettre de l'argent de côté, c'est important. Et voilà, comme ça, au moins, vous avez déjà un petit bagage pour aller voir les banques et dire, dire, ok, j'ai besoin d'un crédit, mais j'ai quand même un petit peu d'apport et faire voilà. Après, il faut faire un super prévisionnel, un dossier béton et pas être pressé pour trouver une banque qui va accepter votre prêt et que vous puissiez faire votre truc, quoi. Après, je sais pas, t'avais quelque chose à rajouter, peut-être, Lucie, non, sur comment sur tu vois, toi, comment tu t'imagines créer ta pension derrière, si tu veux t'agrandir? Moi, personnellement, dans l'idéal, j'aimerais, comme vous, que la pension soit directement dans mon jardin, quoi, au bout. Perso, je vois plutôt quelque chose d'assez familial. Voilà, je pense pas dépasser au-delà de 9 chiens et peut-être avoir un côté chat ou peut-être, je sais pas, encore 15 chiens et de toute façon un côté chat, c'est sûr. Je pense que les deux seront séparés. Et puis évidemment pareil, je pense que plutôt en pleine campagne pour éviter de gêner et puis être sûr qu'il n'y ait pas de comme on disait de zones qui soient construites après pour des habitations, pour des bureaux, des locaux, peu importe. Et puis voilà, je vois la chose dans mon jardin et avoir juste à traverser ma parcelle de terrain pour aller travailler. Je pense que c'est impossible de créer une pension et de devoir prendre sa voiture pour aller bosser. Ça va être compliqué, de pas être sur place. Puis alors, pas être sur place, franchement, déjà, moi, il y a des fois où nous, on dort pas la nuit parce que on s'inquiète pour un chien, parce qu'on s'inquiète parce que ça nous arrive de nous lever au milieu de la nuit pour aller vérifier que tout va bien à la pension. Voilà, parce que il y a un chien où on se dit j'espère quand même qu'il va bien, il est un peu fragile, etc. Enfin voilà, il a été malade un peu la journée, on se dit voilà, je me verrais pas être voilà. Attention par contre de pas mettre le bâtiment trop près. Parce que voilà. Je vois ma mère, par exemple, qui a la pension chez Marthe, mais dans l'Oise. C'est vraiment très près de chez elle. Et c'est bon, faut s'habituer, quoi. Voilà. En été, quand on dort les fenêtres ouvertes, c'est un peu compliqué. Voilà. Il suffit qu'il y en a juste un sur 20, 25 chiens, il y en a juste un qui a décidé de chanter un peu. En général, ça réveille les autres. Et c'est bon, voilà. Bon, faut pas trop aimer dormir, quoi. Voilà. Donc voilà. Okay. Après, il y a quelqu'un qui posait une question tout à l'heure. C'était de quoi on parle résultat au niveau budget. Je pense qu'on parle facilement de 150 000 euros au niveau installation. Ouais.
Vraiment un pour minimum. Hein. pour 20 chiens, 150 000 euros pour 20 chiens avec habitation, etc. minimum. Et après, tout dépend aussi comment vous allez faire, si c'est du parpaing, si c'est des petits chalets, si... Enfin voilà, il y a plein de façons de construire et Oui, parce d'accueillir que les c'est chiens. vrai que Donc, le matériel, il en dépend et ouais, Mm. ouais. voilà. Et ça peut être beaucoup plus. Voilà. Oui. Suivant ce que vous voulez faire, etc. Enfin voilà. Mais ça c'est le minimum. Et après aussi, ce qui se fait aussi pas mal, c'est il y a des pensionneurs qui partent bientôt à la retraite et qui veulent faire une sorte de relais en fait. Donc ça fait que, mais ça c'est vraiment sur les grosses pensions. Je sais qu'il y a des relais qui se font où petit à petit ça passe la main à ceux d'après. Et en plus, ils peuvent commencer à racheter au moment où ils commencent à travailler dedans, etc. Voilà, Enfin ou voilà, sinon, pour pas que ça fasse un gros truc d'un coup à ils achètent racheter. d'abord Voilà. le fonds de commerce, ils sont locataires du lieu, Voilà. le temps de bien s'installer, voilà, et puis quand ils peuvent, après, ils rachètent la totalité. C'est aussi possible des de faire locaux. ça. Voilà. Et est-ce que c'est difficile de faire accepter un prêt par les banques? Extrêmement difficile. Ça, c'est Ah, l'autre surtout en chose ce très moment, marrante. ça va être encore plus compliqué. Et en ce moment, je pense. C'est alors à savoir que justement, pour le coup, nous on a l'expérience là, c'est-à-dire avec une pension qui marche bien, avec avec un bilan comptable très correct, etc. Eh bien, même avec ça, pour refaire un crédit, c'est très compliqué. Les banques sont très, très, très frileuses. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir une expérience professionnelle antérieure pour financer la pension. Après, tiens, par rapport à ça, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment vous allez vous lancer. Est-ce que vous vous lancez seul ou est-ce que vous vous lancez en couple comme nous on l'a fait et est-ce que vous avez un backup derrière? À savoir que nous, quand on a lancé la pension, moi j'ai gardé mon travail, je suis prof à côté, je le suis encore aujourd'hui. Et en fait, on a quand même mon revenu qui est sûr et qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, même si la pension ne fonctionne pas. Se lancer seul sans avoir un conjoint derrière qui est prêt à s'investir tout en travaillant à côté dans autre chose pour faire rentrer de l'argent au cas où, c'est encore plus compliqué, je pense. Je sais pas Après, si... oui, il y a ça. Après, je pense qu'il y a plein de solutions possibles. Ce qu'il faut juste retenir, c'est surtout le fait que au début, quand vous vous lancez, à moins que vous ayez acheté une pension qui marchait déjà avec un fonds de commerce, etc., ce qui est tout à fait possible, mais quand vous vous lancez au milieu de nulle part et que vous n'avez pas encore clientèle, il va falloir ramener la clientèle, etc. Et ça peut être long pour le coup. Ça peut être long parce que il faut le temps que les gens vous fassent confiance. Et alors faire confiance à une pension qui vient d'ouvrir, qui a zéro avis sur Internet et qui voilà, il faut du temps et c'est pour ça que c'est pas mal aussi, un peu comme t'as fait Lucie, c'est-à-dire une petite clientèle comme ça en pet sitting, etc. avant de se lancer parce que tu peux directement compter un peu sur un relais en fait de tes clients actuels, etc. Et puis tu as déjà un bagage confiance qui est là parce que comme tu as déjà travaillé avant en tant que pet sitter, et ben pour les gens c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que quand on se lance, Oui, au début c'est pas simple, hein. Après voilà, moi personnellement j'ai commencé, je me suis inscrite sur des sites de particuliers si ça peut aider certains. voilà. Et en fait j'ai agrandi mon réseau comme ça de clients et puis après ben évidemment il y a le bouche à oreille qui est quand même la chose la plus efficace encore aujourd'hui qui fonctionne et puis après ben voilà il faut démarcher les choses un peu classiques, déposer des cartes de visite, discuter. Après c'est vrai que c'est un petit peu facile, voilà, je balade Saina aussi, enfin c'est facile, ce que je veux dire c'est que je balade Saina tous les jours, donc je fais des rencontres très régulières avec d'autres personnes, donc voilà, je dis que je suis pet sitter, donc après c'est évidemment il y a toute une démarche à faire pour aller chercher le client. Mais
mais voilà, je pense que c'est aussi un très beau métier. Mais après, comme vous l'avez justement souligné, il faut aussi partir et savoir et avoir vraiment conscience que c'est après un métier sans limite de temps. On compte pas ses heures, on est investi. Après, c'est un métier de passion, hein, de toute façon. Mais il est vrai que voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte que moi, quand j'accueille des chiens, il va arriver certaines fois en fonction du caractère du chien qui sont un peu plus anxieux. Donc évidemment, il va me réveiller la nuit plusieurs fois. Mais voilà, faut aussi avoir conscience de ces choses-là. Mais attention, hein, je parle pas en négatif quand même de ce métier. Hein. Voilà, ça apporte quand même beaucoup On va en parler après. Il y en a une partie sur... On va en parler après. Il y a des choses à dire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est effectivement, comme tu dis, c'est un métier qui est complètement intégré dans notre vie de tous les jours. Déjà parce qu'on travaille 7 jours sur 7, les chiens sont toujours là et ils font partie intégrante de notre vie, quoi. Donc c'est pour ça que je disais, soit travailler avec son conjoint ou en tout cas avoir un conjoint ou quelqu'un qui comprenne ça et qui n'est pas en train de dire c'est bon, là je suis en week-end, je me repose, tes chiens tu t'en occupes ou enfin voilà, c'est vraiment un boulot qui va vraiment bouffer sur la vie de tous les jours et la personne avec qui vous vivez, si elle est pas à fond dans le projet, ça risque d'être tendu pour votre couple, quoi. Voilà, c'est ça que voilà, il faut vraiment que ce soit un truc pensé à deux. Après, chacun gère sa vie comme il veut. Chacun gère sa vie comme il veut. Il y a pas j'ai du mal. Enfin, je vois pas comment on peut faire ce métier sans avoir en ayant un conjoint qui fait complètement autre chose et qui veut pas en entendre parler. Voilà. Ça, c'est vrai juste, que pour le coup, parce que c'est tout le temps présent, c'est tout le temps là, quoi. Il y a pas de. Et puis c'est aussi un métier qui assigne un peu à résidence. Oui. C'est-à-dire que vous ayez un chien en pension ou 20 chiens en pension, vous avez le même emploi du temps. Il n'y a pas un moment où, enfin, le même emploi du temps, oui et non. C'est-à-dire que si vous avez un chien en pension, vous pouvez quand même pas prévoir un truc dans votre journée, parce qu'il y a un chien quand même à sortir. Enfin, nous, on choisit de les sortir 4 fois par jour, etc., de passer beaucoup de temps avec eux, etc. Et tout le monde fait pas ça et chacun fait comme il veut, mais il y a quand même un agenda à respecter, qu'on ait un chien ou 20 chiens, en fait. Et ça, c'est vrai que si on est avec quelqu'un qui comprend pas trop ça et qui est plus dans l'idée d'avoir je travaille la semaine et puis le week-end je suis tranquille, ce qui d'ailleurs est complètement inversé en pension, puisque le week-end c'est là où vous avez le plus de pensionnaires et les vacances, etc. Ouais, pareil, si vous avez des enfants, c'est pendant les vacances scolaires que vous allez travailler le plus. Ouais. Voilà. Donc partir en vacances avec vos enfants, par exemple, ça risque d'être un peu compliqué. Si vous avez un conjoint qui est dans l'éducation nationale. Voilà. Et du coup, il n'a plus de vacances depuis 5 ans. Voilà. Et qui bosse pendant ses vacances. Exactement. Et qui va travailler pendant que la pension est plutôt calme. Voilà. Bon, bref, c'est un peu, c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles il faut penser dans les. Alors, juste un petit mot peut-être sur le type d'installation, parce que très vite fait, j'ai entendu des gens qui posaient la question, quel est le meilleur type d'installation, etc. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, de choses comme ça. En général, dans les pensions, on va avoir 2 grands types d'installations. Il y a la pension comme nous, chenille. Là, je parle des pensions plus de 10 chiens. Je parle pas du pet sitting ou quoi que ce soit, qui est un peu la version petite de pension. Donc il y a chenil, comme nous on a, donc chaque chien a son chenil, chaque famille a son chenil, etc. Et ils sortent régulièrement dehors. L'autre modèle qu'on voit de temps en temps apparaître, c'est full liberté. Alors évidemment avec des clôtures, mais tous les chiens sont tout le temps en liberté. Bon, nous on a choisi de pas faire ça, c'est vraiment une volonté, parce que on estime que c'est bien que les chiens déjà aient des périodes de calme où ils sont pas tous en train de faire les idiots tout le temps, etc. Et puis on veut les surveiller quand ils sont tous ensemble. Et puis voilà, faut quand même un peu surveiller ce qu'ils font. Et moi, je me vois mal les laisser un peu faire ce qu'ils veulent toute la journée. Et surtout en plus parce que au bout d'un moment, des chiens dans le même endroit, même si vous avez 2 hectares de terrain, au bout d'un moment, s'ils
change pas d'endroit, s'il n'y a pas un rythme qui se crée, etc. Moi, ça me plaît pas trop. Mais bon, encore une fois, je veux pas dénigrer ceux qui font ça, mais c'est juste Dans un ce choix cas-là, aussi. voilà. Mais il faut savoir que vous avez le choix sur les installations, quoi. Voilà, vous avez le choix aussi un petit peu de créer un peu la pension qui vous paraît logique dans votre tête, etc. Et Si c'est tout en liberté, vous pouvez avoir des petits chalets où les chiens peuvent aller se mettre à l'abri, des auvents, voilà, d'autres systèmes, sans que ce soit clôturé et fermé. attention quand même, c'est que vous devez quand même avoir un système Des- enfin d'épuration. des installations qui sont censées être nettoyables à fond tout le temps dans une matière qui n'est pas putrescible et qui n'est pas, enfin qui est lavable, etc. Et je crois justement que le bois n'est pas accepté dans, enfin au niveau de des normes vétérinaires. Il me semble que le bois n'est pas accepté. Donc les chalets en bois, il faut mettre un Des truc, un protections, revêtement à l'intérieur qui Une puisse être surface lavable à lisse, grande eau, c'est ça? etc. Et Une surface lisse, c'est ça? une surface lisse, Ouais, pas qui soit poreuse, lessivable, etc. qu'on puisse passer Voilà. à l'eau, au détergent. Et c'est pour ça que ça peut être tendu de mettre des petits chalets, etc. Je sais, c'est très joli. Moi, j'aimerais bien en mettre, mais c'est au niveau des normes vétérinaires, c'est pas foufou et c'est pas dit qu'ils acceptent. Voilà. Et puis en été, ça chauffe. Donc après, voilà, s'il n'y a pas d'isolation, Voilà. Oui, voilà. c'est vrai. 35 degrés, c'est compliqué. Ouais, les petits Il faut chalets. il faut que le sol soit, qu'il y ait une pente de 3% à peu près, non? Ouais, Ah, c'est c'est là, ça. vous Mais, participez. ouais. Et puis, faut que ça puisse s'écouler. Et puis, il faut que votre système de nettoyage, ça aille dans une fosse. Enfin, faut que tout soit énorme. Il faut qu'il y ait une fosse dédiée à la pension, qui soit indépendante de la fosse, comme on dit, d'habitation, quoi. Voilà. Donc, renseignez-vous bien sur les normes. Nous, on peut pas vous les donner, les lister comme ça, les normes, parce que ça serait très chiant comme live. Et puis Ouais, surtout, et puis ça change, ça change en un plus, peu tout le ouais. temps, donc ça serait très vite, voilà. Mais faut savoir quand même que On fait pas ce qu'on veut. on fait pas non plus ce qu'on veut, quoi. On fait pas tout ce qu'on veut. C'est un peu, voilà. Oui, et pour les chats aussi, c'est 2 mètres carrés par chat, par plateforme, etc. Voilà, Oui. c'est un peu ça. Voilà. Au niveau, t'avais des choses à rajouter sur les installations, non? Toi, Pas du tout. t'as commencé un peu à chercher, à te renseigner, des choses comme ça, non? Non, après, ben, c'est vrai que l'avantage avec la cassette, ils en parlent assez rapidement. Ils survolent le sujet, mais ils parlent notamment aussi d'être assez loin des cours d'eau, des puits et de toute réserve qui pourrait servir, voilà, juste à accéder à l'eau potable ou tout simplement à arroser des cultures maraîchères. Mm. Voilà. Mais sinon, après, je pense qu'on a à peu près fait le tour, en effet. Mine de rien, hein, c'est 35 mètres des puits. Bon, 35 mètres, ça va, mais Pas très faut loin. être quand même à plus de 35 mètres d'un puits ou d'un forage. Donc, ça veut dire que même si vous êtes dans un endroit hyper agricole, s'il y a un forage juste à côté Ouais. de votre installation, c'est pas top. 200 mètres des lieux de baignade. Bon, après, voilà. Ouais, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir un lac à côté, mais quand Mais même. 200 mètres quand même. Et Je puis crois aussi que ça comprend les plages aussi. Oui. Le fait d'être à 200 mètres des eaux baignades, les plages, sauf les piscines privées. Mais oui, parce que elles ont leur propre système d'assainissement. Et 500 mètres en amont des piscicultures. Alors ça quand même, ça je savais pas, mais voilà, 500 mètres, ça commence à faire pas mal, hein, ça fait un beau rayon quand même autour. Et pisciculture, bon bah c'est tout ce qui est élevage de poissons, etc. Donc c'est pareil, c'est le genre de truc, faut y penser, mine de rien. Ça paraît con comme ça, mais faut y penser. Voilà. Il y avait quelques conseils que je voulais juste donner comme ça, un peu vite fait, mais c'est plus des conseils pratiques qui auraient pu nous aider quand on s'est mis, quand on s'est installé, notamment le fait d'adhérer au SNPCC. C'est le syndicat national des professionnels du chien et du chat. Alors, tout le monde va pas être d'accord avec ça, mais nous, on n'est pas du tout en lien avec le SNPCC. Enfin, genre, ils nous ont pas demandé de dire ça. Hein. C'est pas ça. Mais ce que je sais, c'est que au moins le fait de suivre leur page Facebook, il y a quand même pas mal. Ils répondent très facilement aux questions, quand même.
Et Dès qu'il y a une nouvelle norme, une nouvelle loi, ils ouais. vont en parler, Et ils vont voilà, vous le ils vont vous dire, le dire. etc. Et c'est quand même, Ça c'est quand permet même pas d'être à mal. jour pas mal, ouais, quand même, Ouais. sur ce Et qui en se fait. plus, ils font office de médiateur si jamais vous avez des problèmes avec des clients, des choses comme ça. Enfin voilà. Donc c'est pas mal pour le coup de faire ça. Rappelez-nous le nom, SNPCC. SNPCC, Syndicat national des professionnels du chien et du chat. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, hein, des syndicats, donc je veux pas non plus me mettre en porte-à-faux avec les autres, mais nous c'est vrai que pour le coup, c'est une bonne c'est une bonne C'est toujours chose. intéressant de se tenir au courant de ce qui se passe. Alors au niveau des logiciels de gestion de pension, et d'ailleurs ça peut peut-être t'intéresser parce qu'ils font aussi pour les pet une sitters. version pet sitter. Je sais pas si tu en as un de logiciel de gestion. Là, j'ai commencé avec Be Business Focus. Je sais pas s'il faisait partie de la liste, de ta liste. Alors nous la liste c'est un, c'est en fait c'est un logiciel qui est spécialisé là-dedans et c'est Cookie, K-O-O-K-I-E, Cookie Manager. En fait c'est une boîte qui a fait des logiciels donc pour les pet sitters, pour les pensions et aussi pour les éducateurs canins, pour les prises de rendez-vous, les comportementalistes, etc. Et c'est super bien fichu parce que ça nous fait les factures, ça fait les fiches de réservation, ça fait les contrats et on a tout le planning chaque jour de qui arrive, qui sort, qu'est-ce qu'on a comme tâche à faire. Donc c'est vrai qu'au niveau organisation, ça nous fait gagner un temps complètement dingue. Ouais. Ça fait aussi le registre d'entrée et de sortie dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le gros bouton où vous devez rentrer à chaque fois la puce du chien, le nom, la date de naissance, la date d'entrée, ce qu'il a fait et machin, etc. Et ben tout ça c'est dans le logiciel et c'est entièrement aux normes directes pour la DDCSPP, ouais, c'est ça. Et voilà, par exemple, on a un chien qui vient chez nous, donc on va rentrer sa puce, la date de ses derniers vaccins. Et quand les vaccins sont plus à jour, ça fait plus d'un an, et ben on a une petite alerte comme quoi la prochaine fois qu'il vient, il faut qu'on vérifie qu'ils ont refait les vaccins et que tout est bien à jour. Donc voilà. rien que pour ça, c'est vraiment super pratique. Et ça, on a quand même passé 2 ans et demi, 3 ans avec un logiciel qui à la base était un logiciel de gestion d'hôtel gratuit et c'était un enfer pas possible. Et le fait d'être passé sur Cookie Manager, c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, ils nous ont pas demandé de parler. C'est juste notre truc. Il y a certainement d'autres logiciels très bien, mais vraiment ouais, ils proposent un truc qui est vraiment complet de ouf. Quoi. Voilà. Autre petit conseil que moi je donnerais, c'est garder le contact avec d'autres professionnels de votre secteur. C'est à la fois important. Alors déjà, c'est important parce que potentiellement, c'est des gens que vous allez recommander à vos clients si vous êtes complet. C'est des gens qui pourront peut-être vous recommander si eux sont complets. Ce ne sont pas que des concurrents. Ce ne sont pas que des gens qui veulent prendre vos clients. Non, non, ce sont des gens enfin, ce sont des collègues en fait. Ok, c'est un peu des concurrents, mais c'est quand même des gens qui connaissent le métier comme vous, qui galèrent comme vous, qui sont salut toi. Et donc voilà. Et surtout, je dirais ça parce que c'est un métier où je pense qu'on peut très vite s'isoler, mine de rien. On peut très vite s'isoler, on peut très vite un peu se renfermer un peu sur soi-même, etc. Et c'est, je pense, un truc à pas faire du tout dans ce métier-là, qui est déjà assez dur comme ça. Et voilà, pour pas se rajouter de la solitude en plus, voilà, c'est un peu ça. T'avais des conseils, toi, à donner sur ton expérience, sur des choses que tu vois là comme ça? Non, là, comme ça, non. C'est vrai que le dernier conseil que tu viens de donner, j'aurais pas pensé à le donner, alors que moi-même, je rentre en contact aussi avec des personnes qui sont, qui font le même métier autour de moi. Puis, de toute façon, comme je pars du principe où on partage la même passion, et en effet, comme tu as dit, quand moi-même, en plus, je peux pas accueillir beaucoup de chiens pour le coup. Donc, parce que je suis dans une maison pour l'instant qui est pas très très grande, quoi. J'ai à peu près 30 mètres carrés en bas pour les chiens. Bon, après, j'ai l'avantage, c'est que je vis à côté de forêt,
de plage, donc je peux emmener les chiens tous les jours se balader pendant 1 heure ou plus ou moins en fonction de leurs besoins. Mais c'est vrai que non, voilà, moi après c'est vrai que je suis au tout début. Je dirais que si un jour il y a des personnes qui veulent vraiment se lancer dedans, sachez que si vous doutez, c'est normal. Je suis aussi des fois moi-même en proie au doute là, qui suis vraiment en plein dedans, en train de me lancer. Et voilà, parce que des fois je sais que ça fait peur. Là, on vous montre souvent via les réseaux sociaux le beau côté parce que c'est super drôle, les chiens, c'est vrai que bah voilà, ils nous font rire tout autant que vous, mais c'est vrai que bah il y a tout un réel travail derrière. Et puis de communication, voilà, de recherche des clients, faut faire des tests, voilà, il y a toute une organisation à avoir et c'est vrai que ça peut faire peur parce que notamment au niveau de la rentabilité, au niveau de l'investissement financier que ça va vous demander au début. C'est vrai que souvent on dit que une entreprise met à peu près 2-3 ans à être rentable. Et voilà, sachez que si ça vous fait peur et si ça vous paraît être une montagne, c'est normal. Ça l'est pour moi actuellement aussi. Et enfin voilà, je pars du principe où si vous sentez que c'est vraiment votre métier de cœur et que vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans depuis des années. Voilà, vraiment, je vous dirais de pas hésiter, quoi. Partez là-dessus. Mais justement, en fait, il y a un message qui a été laissé sur Facebook. C'est une personne qui disait qu'elle allait bientôt arrêter sa pension. Voilà. Enfin, peut-être qu'elle part à la retraite ou qu'elle part vers autre chose. Hein. On connaît pas les raisons. Je vais pas donner son nom parce que je veux pas non plus mettre un nom dessus, mais le commentaire est sur Facebook et elle dit il faut rappeler les difficultés du métier, le temps de travail, les conséquences sur la vie de famille, le temps consacré à l'administratif, au nettoyage, aux clients, la solitude, la pression au quotidien, les 10 chiens qui nous sautent dessus par jour, les troubles comportementaux qui peuvent rendre la pension difficile, la météo, l'investissement financier. Et en fait, j'étais obligé de lire ce message parce que quand c'est Morgane qui a trouvé le message et quand elle me l'a lu, je me suis dit bah oui, en effet, ça résume un peu. Alors, ça peut paraître beaucoup et ça peut paraître un peu lourd de se dire oh putain, oui, ça fait beaucoup de trucs pas cool, machin. C'est la réalité. Mais c'est la réalité en fait. Et alors oui, c'est marrant. Souvent, on se marre. Les chiens, on les aime. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça. Mais il y a des jours, on n'a pas envie de se lever, hein, et ça nous saoule de voir aller sortir des chiens. Et on n'a pas le choix là. On peut pas appeler le patron en disant on est malade ou juste voilà aller boire un café. Non, les chiens ils attendent et il faut les sortir, même s'il pleut des cordes, même s'il fait pas encore jour. À ce moment, on fait la première sortie, il fait nuit. Voilà. Et puis effectivement, on va arriver, ils sont pleins de boue, ils nous sautent dessus. Alors oui, c'est marrant une fois, 50e fois de la journée qu'on se fait baver dessus, sauter dessus, etc., qu'on finit par terre. Oui, quand il y a de la boue partout et qu'il y a 5 chiens qui arrivent comme des trompes derrière vous que vous avez pas vu et que vous savez pas comment vous avez fait et que vous vous réveillez au milieu d'une flaque de boue. Bon, c'est un peu, c'est des choses qui arrivent, mais bon, faut avoir le moral un peu solide pour se dire bon, allez. Surtout quand ça fait 2 mois qu'il pleut, par exemple. Et c'est voilà. Voilà, gérer, c'est vrai, elle parle des clients aussi. Alors, la plupart de nos clients sont très sympas, il n'y a pas de souci. Mais il y en a certains qui arrivent avec une crainte folle de laisser leur chien, qui nous font zéro confiance pour le coup, qui vont nous appeler 3 fois par jour pour savoir comment va Kiki ou Bidule. Et il va falloir lui répondre avec le sourire et trouver des trucs à lui raconter, alors que son chien, il a juste rien fait de la journée et que voilà. Mais attention, parce que faut quand même avouer que c'est aussi, surtout, un métier en lien avec des gens, avec l'humain. Donc, faut rester sympa et cordial avec ces gens qui nous saoulent à nous envoyer 15 messages par jour. Quoi. Voilà. Et ils nous saoulent pas tout le temps, les gens, c'est pas ça, mais c'est que juste, de temps en temps, oui, vous avez autre chose à penser que gérer les gens. Et en fait, les gens, il faut les gérer quand même, en fait. Parce que sans eux, on n'a pas de travail. Et voilà, exactement. Et en fait, je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui nous envoient des messages en disant, voilà, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, et c'est pas pour me moquer de ces gens-là, justement, au contraire. C'est pour les mettre en garde. Si vous venez de faire un burn-out parce que vous avez été trop au contact avec des gens, etc., qui étaient toxiques pour vous, machin, et que vous êtes encore en phase de reconstruction, peut-être le fait de monter une pension va pas forcément répondre à vos attentes.
dans le sens où vous allez quand même être au contact de gens, et ces gens peuvent être perçus parfois comme une parfois ça peut être perçu comme une agression. Voilà. Parce que quand vous devez gérer 20 chiens et qu'en plus de ça, vous devez gérer quelqu'un qui est très très stressé au point de vous faire des demandes, comme disait Morgane, un peu farfelues, du style vous appelez à 23 heures. On l'a déjà eu. Des gens qui nous appellent à 23 heures. Et puis, comme on n'a pas répondu, parce que en général on dort, et ben ils rappellent à 6 heures du matin. Et puis voilà, enfin des choses comme ça où on se dit mais ouais, mais en fait on a déjà 20 chiens à gérer, on n'a pas vraiment l'énergie pour gérer en plus quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. Et en soi, on comprend qu'on puisse être stressé de laisser son chien. Nous-mêmes, on est stressé quand on laisse nos chiens ou quoi que ce soit. C'est normal d'être stressé, mais faut juste se dire que voilà, vous allez être confronté quand vous montez votre pension à des gens qui seront un peu dans des réactions excessives, quoi. On a des personnes qui s'écroulent, qui pleurent quand ils laissent leur chien et Il faut savoir gérer ça aussi. C'est aussi quelque chose à gérer, en fait, de savoir gérer l'humain, de savoir dire à ces gens-là, bah, écoutez, vous inquiétez pas. Enfin, faut savoir les rassurer, en fait. Mais rassurer quelqu'un, ça coûte de l'énergie. Et c'est pas, faut savoir le faire, en fait. Ça coûte de l'énergie. Faut que cette personne soit à l'aise dans le fait de laisser son chien à des inconnus, etc. Et c'est juste quelque chose qui est pas facile, quoi. Voilà. Qui est pas facile. Et donc, c'est juste pour répondre aux gens qui se disent que vivre avec des chiens pour éviter les humains, est-ce que la pension c'est une bonne chose ou pas? Non. Les clients, ça reste les propriétaires des chiens et pas les chiens eux-mêmes. L'anxiété de séparation du propriétaire, mais exactement, en fait. Il y a ça dans le chat, mais c'est vrai que oui. Mais il y a beaucoup plus de propriétaires qui font d'anxiété de séparation de leurs chiens que l'inverse. En tout cas, moi, je trouve. C'est vrai que je fais régulièrement des tests. Du coup, comme j'ai pu faire cet après-midi un test où je rencontre du coup le chien, le propriétaire, où on discute un petit peu de comment est son chien. Et c'est vrai que par exemple, les personnes de cet après-midi c'est la première fois qu'ils font garder leur border collie. Elle est toute jeune, elle a 2 ans. Ils l'ont toujours emmenée partout, sauf cette fois où ils peuvent pas. Donc c'est vrai qu'il y a toute une mise en confiance qui se fait parce que voilà, moi après je comprends aussi. Saïna, la première fois que je l'ai laissée, j'étais super stressée, j'étais pas bien. Je me suis retenue de pas envoyer de message. Voilà. Alors j'ai vu une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui demandait comment ça se passait pour donner des nouvelles aux propriétaires. Moi personnellement c'est facile. Enfin, j'ai 1, 2 chiens, 3 chiens maximum, sans compter la mienne. Donc j'envoie des nouvelles tous les soirs au maître en fait. Entre 20h, je leur donne une fourchette. Entre 20h et 21h30, je leur envoie tout un topo de la journée. Photos, vidéos, et souvent c'est leur chien en fait qui raconte la journée. Je le fais parler et donc voilà, mais c'est vrai que quand on accueille 20 chiens, j'imagine que c'est bien plus compliqué d'envoyer comme ça. On peut pas raconter la journée au maître. Donc voilà. Après c'est vrai que les réseaux sociaux ça fonctionne pas mal. Souvent les maîtres viennent et regardent un petit peu si on a mis des stories. Mais c'est vrai qu'avec une capacité de 20 chiens, il y a ça à prendre en compte aussi. C'est vrai que ça doit pas être facile de. On faisait plus avant, on faisait des gros albums tous les 2-3 jours, des gros albums photos avec des photos de tous les chiens. C'est vrai que depuis qu'on fait les vidéos, on a un petit peu moins de temps pour les photos. Et souvent les vidéos, elles sont un peu en décalage en fait. Les vidéos que vous voyez, en général, elles ont été tournées 2, 3, 4 jours avant le temps du montage, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que là, actuellement, il faut qu'on trouve un autre système parce que pour les propriétaires des chiens, c'est voilà. Alors après s'ils nous envoient un message, on va leur envoyer des petites photos, on va leur envoyer un petit truc. S'ils sont en demande, on va leur répondre. Mais après, on leur dit, s'ils nous demandent pas, on va pas prendre effectivement le numéro de téléphone des 20 propriétaires pour envoyer un message à chaque propriétaire. Quand on a 20 chiens, c'est pas possible. Et voilà. Après, les habitués, bon, c'est bon, ils savent comment ça fonctionne, ils savent que leur chien est bien, il y a pas de souci. En général, c'est surtout les nouveaux qui ont besoin de nouvelles. C'est ce qui est logique. Quand c'est le premier séjour, c'est toujours plus difficile de se détacher. Ouais, gérer à la fois l'humain et le chien, c'est presque 2 métiers différents. Ouais. C'est presque 2 métiers différents parce que c'est pareil, quand vous gérez 20 chiens ensemble, la gestion de groupe,
c'est une expérience hein, quand même. Mm. Et j'en sais quelque chose. Hein, les premières années, j'ai fait des trucs. Enfin voilà, je me suis fait bouffer le doigt, machin, etc. Enfin voilà, au début on fait des erreurs, hein, ouais. c'est normal. Voilà. On travaille Euh, avec du vivant, donc oui, il y a des fois où ça se oui. passe pas comme on veut. Hein. Alors l'avantage c'est que moi j'ai Ouais. fait des erreurs qui étaient souvent en ma défaveur et non pas en Plus que pour les défaveur chiens. des chiens, Ouais. mais dans le sens où ne serait-ce que, et c'est pour ça que je me suis fait mordre, ne serait-ce que de pas savoir lire le stress d'un chien, ben ça en fait, on revient à la formation, au côté formation dont on parlait au début. Il y a que avec la pratique qu'on apprend à déceler les tout petits micro-signaux qu'il va y avoir chez un chien où on se dit ah non, bah là non, là faut rien lui demander là, il est pas du tout il est pas du tout apte à communiquer, il est pas machin et ça c'est évidemment les comment les, les erreurs que tu fais au début bah sont normales en fait, il y a que comme ça que tu apprends. Hein. Y a pas voilà. Hein. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller visiter des structures, de voir comment travaillent les gens et de vous faire votre propre opinion de choses. Ah ça c'est super, je veux faire comme lui, et d'autres choses où vous dites ok là je suis pas d'accord et ça me convient pas. Et moi dans ma structure je ferai autrement. Mais ça vous pouvez le savoir uniquement en le testant ou en l'ayant vu faire par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je pense que c'est quand même mieux, encore une fois, de partir d'abord sur petite structure et puis après grandir, quitte à déménager, quitte à machin, etc. Ou aller travailler pour quelqu'un. Ou aller travailler pour quelqu'un. Évidemment, de toute façon, c'est le mieux. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous ne prenons toujours pas de stagiaires. Arrêtez de nous envoyer des CV et des lettres de motivation et des demandes de partout. Non, mais je comprends, mais voilà, on prend pas de stagiaires ni d'employés. Mais ouais, donc voilà, c'est vrai que c'est ça. Et petit dernier point côté négatif, on va dire, c'est la solitude. Cette dame a marqué la solitude. Souvent, voilà, on n'est pas en contact avec plein de gens qui font de la pension. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand il arrive quelque chose de grave, alors c'est vrai que les vidéos vous montrent des trucs marrants, etc. Ça n'arrive pas souvent, mais les accidents arrivent. Oui. Et là, on va passer 3 semaines, 1 mois, 6 mois à cogiter, à dire qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi ça s'est passé comme ça, comment on aurait dû faire pour pas que ça arrive. Et ça bouffe et ça mine vraiment le moral. Ouais. Quand voilà, ça arrive pas souvent, mais quand on a des choses, des mauvaises expériences, ça travaille. Et il faut avoir des gens à qui en parler pour extérioriser, pour sortir le truc, parce que sinon, c'est vraiment un truc qui ronge, qui peut vous ronger pendant très très longtemps. Parfois, il peut y avoir un chien que vous avez mal lu, que vous avez mal interprété, que vous avez, il y a un truc qui vous a échappé. Bah ouais, ça arrive. Voilà. Il y a un truc que vous avez pas vu. Il faut se laisser aussi le bénéfice du doute, de se dire c'est pas forcément de ma faute en fait, c'est juste un être vivant dont on peut pas gérer toutes ses émotions, etc. On peut pas voilà. Donc c'est juste ça. Juste un truc là, il y a quelqu'un qui demande l'application, c'est Cookie, Kookie. Bon, au pire, il y aura une rediff du truc, mais je vous le dis. Voilà. Donc bref, juste se dire que il faut pas en effet rester tout seul. Nous, par exemple, on a la chance, c'est ce que je disais, c'est qu'on a la chance, c'est que déjà on est tous les deux, on peut débriefer. Déjà voilà. Et puis il y a ma famille qui est aussi dans ce milieu-là, et c'est un atout en fait de pouvoir en parler avec des gens et de se dire là ça s'est pas super bien passé avec ce chien, il y a un truc que j'ai raté, il y a un truc machin, etc. Et puis voilà, donc faut pas avoir honte de se dire qu'on peut être passé à côté de quelque chose. C'est pas très grave. Non, c'est vrai, on fait des
erreurs, les chiens font des erreurs, on est tous, on fait tous de notre mieux et c'est un peu, enfin oui, le fait que les chiens ils ont leur propre tempérament, leur propre façon de fonctionner et en plus ils vont pas toujours fonctionner avec nous comme ils vont fonctionner avec leur maître aussi. Je sais pas si les maîtres aussi vous le disent, mais c'est vrai qu'on crée vraiment une relation spéciale et même des fois il y a des jours où bah eux aussi vont être mal lunés comme nous si je dois dire. Et c'est vrai que parfois il peut vite y avoir enfin oui, des accidents, des erreurs, des petites bagarres qui se déclenchent sans que ce soit forcément dramatique à chaque fois. Hein. Je parle pas forcément du fait qu'il y ait des blessures derrière, mais c'est vrai que des fois, ouais, et d'où l'importance d'approfondir et de s'actualiser parce que voilà, l'éducation canine positive, bien sûr, évolue chaque jour, tout le temps. On n'est pas au courant de tout, je pense. Et donc, du coup, c'est super important pour pouvoir continuer à mieux les comprendre, quoi, et à mieux pratiquer ce métier. Ouais, et puis, enfin, personnellement, je pense qu'il se passe pas encore une semaine que je passe avec les chiens sans apprendre encore quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours C'est vrai. des trucs, il y a toujours un chien où je me dis ah bah tiens, il va réagir comme ça, et puis je le mets dans la situation. Non, il réagit pas comme ça. Bah non, il réagit pas comme j'avais prévu en fait. Il réagit pas tel que voilà. Et il y a toujours un petit détail où on se dit ah bah tiens, c'est marrant, j'aurais pas. Je pensais que ça allait se passer comme ça, et puis finalement non. Et c'est pour ça, hein, encore une fois, on en revient à ça, mais l'expérience de terrain, c'est celle qui prévaut, quoi. C'est à force, au bout d'un moment, tu accumules cette expérience, et puis ça finit C'est pour ça, voilà. par rentrer, quoi. Hein. Nous, c'est par expérience qu'on a décidé de limiter nos pensions à des chiens stérilisés, à des chiens ultra sociables, et que Voilà. maintenant, on a beaucoup moins de mal à dire non à des gens, parce qu'on sait que si on accepte tel ou tel chien, et ben ça va aller au carnage. Oh non! Un exemple. Oh. Il y a notre chat qui a ramené une souris. Qui va aller la manger sous le canapé. Voilà. Non, il va aller la laisser. Elle est morte, celle-là. Les rôles. Voilà. Quelle merveille. Résultat, je voulais dire un truc. Pardon. Bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, en clair, voilà, c'est vrai que c'est voilà, c'est des choses. Non, mais c'est chiant. Désolé pour petit interlude. Voilà. Ouais, donc par exemple pour il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure sur les chiens non stérilisés. On sait qu'on n'est pas beaucoup à ne plus les accepter, les chiens non stérilisés, mais vraiment, depuis qu'on les accepte plus, on peut gérer 20 chiens, mais tranquille. Vraiment, c'est devenu mais tellement plus apaisé, voilà. Et sauf l'été dernier, où ça redevenait un peu le bazar et je savais pas pourquoi. Et en fait, il y a une chienne qui était stérilisée, mais pas entièrement parce que à l'intérieur, il restait encore un petit morceau d'ovaire qui lui a déclenché des chaleurs et ça a été un bazar pas possible, en fait. Ah. Et en fait, pas la naturelle, ils étaient agressifs. Tout le monde voulait la grimper, la pauvre elle a passé un séjour catastrophique et tout le monde était énervé. Voilà, et surtout les chiens les chiens entre eux se cartonnaient sans se blesser, mais on sentait une tension. Et vraiment pendant 24 heures où je voyais pas qu'elle était en chaleur, et puis pour moi elle était stérilisée, donc le côté voilà, elle est stérilisée donc elle peut pas être en chaleur, etc. Voilà. Et en fait si, bah ça peut arriver. Hein, parfois la stérilisation est un peu mal faite, etc. Et donc il reste un morceau d'ovaire, et ce petit morceau d'ovaire peut déclencher quand même des chaleurs chez la chienne. Vous le saurez maintenant. Et en fait juste ça, bah ça a déclenché des chaleurs chez elle, qui ensuite ont foutu un bazar mais pas possible. Et en fait là où on a eu le doute sur le fait qu'elle était vraiment en chaleur ou pas, c'est quand ça hurlait dans la pension à 3 heures du matin. Voilà. À 3 heures du matin, c'était
C'était, ça hurlait. Alors quand je dis ça hurlait, ça hurlait à la mort. Hein. C'était pas, voilà. Mais, mais oui, oui, ils étaient tous complètement cinglés. Et donc, résultat, les propriétaires ont été obligés de venir la chercher, pour le coup, parce qu'elle pouvait vraiment pas finir son séjour comme ça. Il restait encore deux semaines faciles de Ah oui, quand séjour. même. Et, donc, on leur a dit, bah non, pour sa sécurité, pour celle des autres, malheureusement, là, faut trouver une solution. Ils sont venus la chercher. Et Malheureusement j'imagine pour qu'ils eux. n'étaient pas au courant de ça. Mais non, bien sûr que non, ils étaient pas au courant. En fait, c'est une chienne qu'ils ont récupérée. Les pauvres, ils ont pas eu de bol pour le coup. Une chienne qu'ils ont récupérée, Abandonnée, etc. Enfin, ils bref. ont su qu'elle était stérilisée. Voilà. Ok. Elle avait été stérilisée, ça, ils l'ont su. Mais mal et fait, voilà. quoi. Enfin, Et en fait, oui, voilà, ça arrive en fait. Il y a eu un pas- petit ratage. C'est pas sur, la faute des vétos, hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Mais voilà, donc ils se sont retrouvés avec une chienne qu'ils ont dû faire réopérer du coup pour finir la stérilisation. Pour juste enlever le petit bout d'ouvert qui restait et puis voilà. Donc ça nous a fait une piqûre de rappel en se disant ah oui d'accord, ok. Donc en fait oui, non, c'est bien. c'est bien de plus accepter du tout les chiens non stérilisés, voilà. Et alors là c'était une femelle, mais pareil, hein, mâle aussi. Maintenant qu'on les accepte plus, le problème n'était pas forcément les mâles eux-mêmes qui étaient problématiques, c'était la réaction des autres sur ce mâle entier qui pouvait être vraiment problématique. Et notamment pour les mises en contact. Quand on sortait un mâle entier de son chenil dans un petit parc pour qu'il soit tranquille, l'autre il court après. La souris n'est pas morte. Hein. Il est en train de courir après la souris, il est horrible. C'est horrible. C'est Tom et Jerry, Tom et Jerry chez vous. Oui, enfin c'est la version gore de Tom et Jerry. Il y a du sang partout. Mon Dieu. Donc bref, mâle c'est pareil. C'est voilà, à partir du moment où on a arrêté de les accepter, les mises en présence étaient plus sereines. Parce qu'un mâle pas castré, il y a les 10 autres mâles castrés qui vont le sentir et qui l'attendent à la grille. Et qui. J'aurais pas pensé qu'il y avait une différence comme ça. Ouais, en fait, ils le font. Et sur des gros groupes, en tout cas, c'est problématique. Je pense que pour toi, qui a eu peu de chiens, c'est peut-être moins visible pour le coup. Parce qu'il y a moins d'interactions aussi, vu qu'ils sont moins nombreux. C'est peut-être plus facile. Il est parti à la chasse à la souris. Mais c'est vrai que moi j'accepte pour l'instant les chiens entiers. Alors les femelles, dans l'idéal en effet, quand elles n'ont pas leur chaleur, notamment pour les balades, à gérer c'est quand même beaucoup plus facile. C'est pas une question d'hygiène ou à la maison ou tout ça. Mais c'est vrai que oui, j'imagine quand on a des grands groupes de chiens comme ça, ça doit être plus facile à gérer. Ouais. Mais j'aurais pas pensé qu'il y avait quand même une aussi grande différence, notamment là le chien non castré qui arrive à la grille et tous les entiers qui l'attendent. Je me souviens très bien que c'était quand même très compliqué et vraiment du jour au lendemain, à partir du moment où on a pris la décision de plus en accepter. Pendant 2 ans, on s'est dit allez, on accepte que 1 ou 2 max en même temps. Voilà. Okay. Donc pendant 2 ans, on a fait ça. On a accepté que 1 ou 2 max en même temps. Et en fait, quand il y en avait, c'était différent. C'était ouf, quoi. Il y avait vraiment beaucoup plus de chamaillerie, beaucoup plus de machin. Alors, c'était pas des grosses bagarres, mais le problème, c'est que la moindre petite chamaillerie, quand elle se multiplie par 5 ou 6 dans la journée, c'est tout autant de micro-problèmes qui peuvent arriver. Et en fait, il y a des chiens qui se chamaillent, c'est toujours un peu de l'esbrouf, etc. Mais il y a toujours un petit coup de croc qui peut partir n'importe où. Et en général, c'est le dimanche soir. Ouais. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent quand. Voilà. Et donc on en avait un peu marre de déranger notre vétérinaire qui est très sympa, mais pour recoudre un petit morceau de truffe, un petit morceau de truc, etc. À partir du moment où on les a plus acceptés, ça a été divisé par 10, quoi, le nombre de petits accros qu'il peut y avoir, choses comme ça. Ça étend un peu le conflit aussi entre les chiens, etc. C'est voilà. Donc
On est un peu hors sujet là, non, par rapport à ce Oui, qu'on traite bon, ce soir. bref, voilà, c'est juste pour, On est parti un peu loin, là. on parle un peu de gestion de pension et ça en fait partie Bien aussi, sûr. hein, de pourquoi on accepte tel ou tel chien et pourquoi on l'accepte pas. Mais c'est à peu près tout. Euh, Je sais pas si tu as des choses à rajouter. ouais, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais rajouter, peut-être un petit truc, voilà, selon ton expérience, des choses, un petit message à passer, voilà, je sais pas. Non, je pense avoir fait le tour. C'est vrai que j'ai essayé d'apporter un petit peu ma courte et enfin très très Hmm. courte expérience de ces derniers mois. Et puis après, si jamais d'autres personnes ont des questions après coup, qui n'hésitent pas. Mais non, moi je pense avoir fait le tour. Bah, très bien. Bah, dans ce Là, il y a cas-là, une on va. question, je vois notamment, est-ce que vous faites signer des contrats de pension règlement? Personnellement, oui, moi je fais des contrats de garde pour protéger les deux parties. Voilà. Comme C'est ça, je obligatoire. peux répondre au passage. C'est c'est obligatoire d'établir un contrat de garde. Et voilà. Et à On a tout savoir un aussi, règlement intérieur aussi avec les conditions générales et voilà. voilà. Conditions générales, tout ça. Bon, ça c'est peut-être plus pour les grosses structures, conditions générales, mais c'est quand même Ouais, pas mais mal si, les c'est bien conditions parce que générales. ça sécurise et au moins s'il arrive un problème, Mm. voilà, c'était marqué dans le règlement. S'il y a un tel problème, ben, on fait ça, ça, ça. Enfin, Voilà. voilà, ça peut couvrir sur certaines choses. Ouais. Ne serait-ce que pour, par exemple, c'est arrivé très très rarement, mais quand même, des gens qui oublient un peu de venir chercher leur chien. Alors, on n'a pas eu de gens qui ont abandonné leur chien, mais on a des gens qui ont oublié un peu de venir chercher leur chien et en pleine période de mois de juillet-août, bah Ouais, c'est un peu, ouais. ça peut vite vous mettre un peu dans la merde, pour parler crûment. Et donc bah, c'est important de noter dans les conditions générales que bah, s'ils préviennent pas, ça coûte plus cher ou des choses comme ça, parce que oui, c'est problématique. Est-ce que tu veux bien chercher ton cadavre de souris là? Et donc Oui, mettre, voilà. mettre les règles. Mais ça, pour le coup, le contrat, il est automatiquement fait dans le logiciel dont on parlait tout à l'heure, la Cookie Manager. Voilà. Il y avait une ou deux questions là que j'avais. Voilà. Comment êtes-vous rémunéré? Bah, Alors ça, tout dépend aussi. Voilà, est-ce que vous êtes en micro-entreprise? Est-ce que vous avez une vraie société? Est-ce que vous avez des fiches de paye? En micro-entreprise, c'est différent. Enfin, voilà, ça va dépendre du montage financier que vous faites et comment vous décidez. Voilà. Ouais. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que c'est facile, que l'argent vous pouvez toucher tout de suite. Voilà, une fois que vous avez payé la partie que vous devez reverser aux impôts, etc. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a une SAS, ce qui veut dire qu'on se fait des fiches de paye. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on cotise pour la retraite, etc. Mais ce qui est moins bien, c'est que ça coûte très très cher de se reverser un salaire. Oui. Donc, c'est pas évident. Ouais. De pouvoir sortir de l'argent comme ça. C'est bah, n'importe quelle personne qui a déjà soit géré une entreprise, soit connaît un peu le monde de l'entreprise. C'est vrai que sortir un salaire d'une entreprise, ça coûte 2,5 fois le salaire, quoi. Hein, donc c'est très compliqué et donc il faut quand même avoir une bonne trésorerie assez solide pour commencer à se rémunérer. Et évidemment, là, on peut commencer aussi à avoir un débat sur qu'est-ce qu'il faut, combien faut faire payer, etc. Mais ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de votre business plan, ça dépend de plein de choses. Hein. Nous, quand on a commencé, on était à 15 euros par jour. Là, maintenant, on est à 18. Ouais. Nous, on a fait le choix de faire un tarif unique. Mais il y a beaucoup de pensions qui ont un tarif de base, je dis n'importe quoi, à 12 euros. Et puis si vous rajoutez les croquettes, c'est plus 1 euro. Si vous rajoutez le chauffage, c'est plus 2 euros. La prise de médicaments, c'est aussi en plus. Donc ça peut vite chiffrer. Nous, voilà, on fait un tarif, c'est le même tarif pour tous les chiens, quoi qu'il arrive. Croquettes, pas croquettes, voilà. C'est un choix qu'on a fait, c'est peut-être pas forcément le meilleur. À vous de voir après, en fonction de où vous êtes, de combien vous devez rembourser, de ce que vous pensez que les gens peuvent mettre dans votre secteur aussi. Parce que selon où vous allez vous implanter, le niveau de vie n'est pas le même non plus.
Donc, Savoir aussi à combien sont les pensions alentours ou les pet-sitters alentours ouais. aussi, faire une étude de marché pour s'aligner à peu près à leur prix. Oui, c'est clair. En général, quand on est en périphérie d'une grande ville, les prix explosent assez vite, hein, alors que quand on est en campagne, un peu comme nous, bon, faut un peu mettre les budgets à la baisse, voilà, hein, c'est normal. Mais bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut, voilà, prévoir, etc. C'est quand même assez complexe, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est à peu près tout. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement. Ah, mais il y a plein de trucs. Juste répondre à deux, trois trucs. Dans votre pension, c'est vous qui payez les frais veto lorsqu'un souci arrive à la pension. Question d'Éléonore. Tout dépend. Ça dépend. Voilà. Si c'est. Ça t'est déjà arrivé, toi? T'as déjà dû emmener un chien Moi, chez le vétérinaire? ça m'est arrivé une fois de devoir emmener en urgence un chien chez le vétérinaire. Après, on me l'avait amené la veille. En fait, elle avait quelque chose dans l'œil, donc ils avaient été d'urgence déjà chez le vétérinaire. Ils soupçonnaient une conjonctivite, mais il s'était dit que si au bout de 3-4 jours, il y avait quand même un écoulement, il avait regardé, mais il avait rien vu. Et il s'était dit, si au bout de 3-4 jours, il y a encore quelque chose, peut-être que ça mériterait de reconsulter. Donc, elle était chez moi. Et donc, elle avait un traitement de la crème et des gouttes à mettre. Et puis, quand, en fait, un jour, je lui ai mis sa crème, j'ai vu un petit truc sortir, un petit truc marron. Et j'ai réussi à lui attraper. Et c'était un petit morceau d'épillé. Ouais. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le blé, là, avec les petits picots. Et ça, c'est super, super dangereux pour les chiens quand ça se coince entre leurs coussinets, leurs oreilles. C'est vraiment catastrophique, même leurs poils. Et donc, j'ai tout de suite appelé le vétérinaire. Je les ai prévenus. Ils m'ont donné leur feu vert, mais de toute façon, je l'aurais emmené dans tous les cas. Et bon, là, pour le coup, j'ai bien fait parce qu'en plus, le traitement qu'elle avait, ça aggravait. En fait, ils lui ont mis un colorant. Sa pupille est devenue verte et elle avait un début d'ulcère. Et donc, en fait, la crème que je lui mettais aggravait son ulcère. Donc, heureusement que j'ai eu le réflexe. Donc là, c'est la seule chose qui m'est arrivée. Et pour le coup, les propriétaires de Sahel, c'était un berger blanc suisse, ont remboursé, ont pris ont pris les frais vétérinaires à leur charge. Mais c'est vrai que ça dépend. Demain, si je fais un croisement en balade, un mauvais croisement, et puis bon, il y a un incident, une mauvaise communication entre les chiens et un coup de croc qui sort. Je pense pas. Là, c'est sous ma responsabilité, donc voilà, il y a certaines conditions où je pense pas que ce soit. Enfin, ce seront pas les propriétaires qui vont avancer les frais vétérinaires, quoi. Je sais pas comment. Oui, voilà, Après, c'est ça. Effectivement, si c'est un chien qui est malade, c'est pas de notre ressort, ou voilà, ou comme toi, il arrive, il a un problème et il faut retourner chez le vétérinaire. C'est logique que ce soit les propriétaires qui payent. Après, s'il y a un incident et que c'est pas du ressort du chien. Pour le coup, nous, on a eu le cas d'un chien qui a fait une torsion d'estomac en pension. Voilà. Et donc, on a emmené en urgence, etc. Et on n'arrivait pas à joindre les maîtres en plus. Et on n'arrivait pas à joindre les propriétaires qui étaient en vacances, quoi. Et donc voilà. Et il s'avérait qu'en fait, ce chien-là, il avait avalé une balle, enfin une balle noire, mais chez lui. Et donc là, pour le coup, c'était pas de notre faute, quoi. Hein, pour le coup, voilà. Donc nous, on a fait en sorte de le sauver. Enfin, les vétérinaires l'ont sauvé. Et ce qui est quand même assez rare, on l'a vraiment eu pile au bon moment pour arriver à le sauver. Donc ça, c'est cool. Mais là, pour le coup, notre responsabilité n'était pas engagée dans le truc, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, quand je vois des structures qui commencent, par exemple, parfois ça peut coûter aussi. Ça peut coûter, quoi. Après, les assurances aussi, voilà, il faut voir quand on fait ce métier, on est censé être assuré, et donc les assurances couvrir une partie des dommages, voilà. Regardez bien. Hein. Oui, c'est compliqué. Hein. Regardez bien sur un jour quoi on a vous essayé êtes. de se faire rembourser. Voilà. Voilà. Du coup, on a changé d'assurance depuis. Voilà, parce que faut pas oublier que toutes les assurances n'assurent pas les pensions. Il n'y a que certaines assurances. Et regardez bien ce que vous signez, parce que voilà. Nous maintenant, on regarde très bien. On regarde très attentivement nos contrats d'assurance et voilà.
En général, vous le faites une fois. On conseille quelle On conseille assurance personne, à vous de vous personne. renseigner, ouais, de faire des Regardez un tours. peu le tour. Nous, c'est vraiment notre assurance notre assurance actuelle, qui est une assurance locale en fait. Donc, ça servira à rien qu'on vous dise le nom, mais voilà. On est chez laquelle? J'ai même pas le nom en fait. Non, mais voilà, après, c'est à vous de faire C'est à votre, vous de voir. de regarder, de vous Parce que renseigner, voir si nous, vous c'est êtes un contrat couvert. qu'ils ont fait spécialement pour nous Ouais. en fait. C'est pas, C'est tellement j'ai même pas le spécifique nom. comme métier qu'il n'y a pas des trucs préconçus et qu'il faut souvent qu'ils fassent des études et qu'ils regardent exactement ce qu'ils peuvent De proposer. toute façon, il n'y en a pas 36, je pense. Donc, allez. Et non, notre assurance ne couvre pas les chiens catégorisés. C'est Non. pour ça qu'on demande évidemment, parce que en l'occurrence, les chiens catégorisés sont couverts par une assurance en plus, en général par les propriétaires. Et on demande à ce que Qu'on ait les papiers l'assurance des d'assurance et tout, propriétaires soit bien en règle, etc., et couvre bien la garde, etc. Parce que malheureusement, il n'y a aucune assurance en fait qui veut assurer les pensions et les chiens catégorisés. Voilà, c'est comme ça. Donc après, quand on est vraiment sûr à 100% du chien et que les gens sont réglo à 100% sur tous les papiers, etc., bah oui, on peut l'accepter, mais c'est voilà. En général, même les gens, ils n'ont pas l'assurance qu'il faut, etc. Enfin, on sait que c'est compliqué pour les gens qui ont des chiens catégorisés. Et Ouais. voilà. Malheureusement. Malheureusement. Voilà. Ta chienne d'ailleurs, non? Non, elle n'est pas catégorisée, c'est une croisée Staffy. D'accord, ok. Mm. Ok. Pas de souci. Donc voilà, merci. Lui là, il en a marre. Bon bah bref, Zala, c'est à peu près tout. De toute façon, ça sera en rediff. Déjà, merci beaucoup, Lucie, de t'être joint à nous. Ben, merci à vous Je pense que c'est de m'avoir donné la parole et d'avoir pensé à moi pour ce live. J'espère avoir éclairé les lanternes de certaines personnes. voilà. Et puis, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont te contacter un petit peu pour en parler. Je sais pas. Voilà, vu que tu débutes, peut-être que voilà, ça te permettra aussi de communiquer un peu là-dessus, je ne sais pas. Mais donc voilà, donc merci, un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde. Merci à tous, oui. D'être resté jusqu'au bout. Voilà, d'être resté jusqu'au bout. On a encore 300 là, disons, c'est dingue. C'est dingue, voilà. Et puis voilà, comme ça va nous permettre de rediriger un peu vers ce live à chaque fois que quelqu'un nous pose la question. Voilà. Là, c'est vrai que Ce sera plus facile. en vrai, on reçoit la question plusieurs fois par jour de gens qui veulent se lancer en pension et qui savent pas comment faire, etc. Donc voilà. Bon, bref, voilà. Normalement, vous savez tout. Vous pouvez vous lancer demain matin. C'est parti. Il y a Le plus qu'à. nombre de pensions va tripler en France dès demain. C'est génial. Merci beaucoup à toi. Et puis, écoute, on reste en contact. Un bon courage à toi pour la suite, surtout. C'est à vous aussi pour les travaux, hein. Ah oui, ces fameux travaux. Alors, d'ailleurs, les gens qui disaient, c'est une piscine en dur, etc. Non, déjà, vous êtes fous. Faire une piscine en dur. Non. Faire une piscine en dur avec des Golden Retriever, merci, mais non. Non, c'est pas une piscine en dur, c'est tout simplement une cage pour Billy. C'est un espace pour les chats. Un espace pour les chats, voilà, qu'on est en train de faire. Donc, vous l'avez en exclusivité. Et donc, petit espace sympa, voilà, pour les chats. Ça va être prêt dans quelques mois. Voilà, ça va mettre quelques mois, mais on vous en parlera bientôt, ça va arriver, etc. Donc, voilà. Ok. Bon, eh bien, merci. Et puis voilà, à la prochaine alors. Hein. À la prochaine. Au plaisir. Prenez soin de vous, tout le monde. Bah oui, bon courage à toi pour tes futurs projets, ta future installation, etc. Voilà. Bon, voilà. Au plaisir de rééchanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Bye. Allez, hop. Comment je fais? C'est là.